Toutes et tous, bienvenue dans le dernier Canal Football Club de l'année avec Laure Boulot, Bertrand Latour, Margot Dumont, Gauthier Kunzmann, Olivier Lacour et Tom Williams. J'espère que vous avez la forme pour refermer cette année civile. La saison footballistique, elle bat son plein. On va parler Coupe de France dans un instant avec les images de Saint-Étienne-Marseille, le match qui se jouait cet après-midi. Mais avant cela, l'actualité de la semaine, le cardiomètre, il est signé Thomas Piétroy-Chebassier et Aurélien Michon. C'est quoi le programme alors, Jules? Là, c'est un petit peu de cardio. Cette semaine, dans le cardiomètre, nous ne parlerons pas de ce chiffre record établi par Jules Koundé, joueur le plus utilisé au monde en 2024, avec 70 matchs. Nous ne parlerons pas non plus de cette plaque honorifique de nouveau vandalisée devant le stade de l'Atlético de Madrid, celle de son ancien gardien Thibaut Courtois, depuis passé chez l'ennemi, le Real Madrid. Et puis, est-il nécessaire d'évoquer le trophée The Best du meilleur joueur FIFA de l'année, décerné à Vinicius Junior, qui se consolera peut-être de son nom Ballon d'Or. Et non, parlons plutôt de Paul Pogba, peut-être le joueur libre le plus convoité du marché de Noël des transferts. Oh là là. Alors que le train de l'information fait des allers-retours constants pour l'envoyer de Marseille à Manchester City et de Manchester City à Marseille, un site internet brésilien, tenez-vous bien, d'Escort Girls, se propose carrément de payer une partie du salaire de l'ex-turinois s'il vient jouer aux Corinthians de Sao Paulo. Ce site assure des opérations de sponsoring pour 2 clubs dans la division inférieure brésilienne, mais il faut surtout y voir une opération de communication. Les Corinthians ont d'ailleurs démenti toute négociation. 0,2% de crédibilité sur l'échelle de Sao Paulo, Pogba-Nino. Dernier de première division bosnienne avec 2 points en 17 matchs, le FK Sloboda Tuzla peut compter sur son nouveau président arrivé en octobre. Un homme capable de renverser la table puis de la tronçonner sec. Lassé des mauvais résultats, le président Asmir Uzic a donc pris la décision de virer l'entraîneur, mais aussi tous les joueurs de l'équipe. Tous. Pour ne rien gâcher, le club doit également faire face à une situation financière complexe. Ses comptes bancaires sont d'ailleurs bloqués. 14% sur l'échelle du business model, presque au point, mais pas tout à fait encore quand même. Mercredi, c'était soir de match entre l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. À la 18e minute, le monégasque Wilfried Singo a involontairement, mais dangereusement, lacéré le visage du Parisien Donnarumma. L'Italien a dû quitter le terrain. La surprise est alors venue de l'arbitre François Le Texier qui n'a sifflé aucune sanction contre Singo, provoquant la colère des joueurs, des supporters et plus tard dans la semaine de certains acteurs du football français. Il y a un constat qui était unanime, c'est que ça ne pouvait pas sortir sans carton. 48% sur l'échelle de la décision que t'as beau chercher, personne comprend. Lindelof, Rashford. Hugo Dalot pour ce centre fort, très fort. Oh le ballon magnifique, Alejandro Garnacho, le but de l'année, le but somptueux. Garnacho, l'Argentin de Manchester United, qui remporte le prix Puskás du plus beau but de l'année. On est dans une période de récompense individuelle. Vous l'avez entendu, Vinicius Junior a remporté le prix The Best, le meilleur footballeur de l'année. C'est le concurrent du Ballon d'Or. Il a devancé Rodri de 5 voix. Les capitaines, les sélectionneurs participent au vote. Alors tout le monde s'amuse à analyser les votes des uns des autres et certains n'ont pas manqué de relever que Deschamps avait placé Vinicius en 1 devant Mbappé. Personnellement, je trouve que c'est plutôt à son honneur d'ailleurs. C'est juste objectif quoi, comme vote. Je sais pas. Si on est sélectionneur de la France, du coup, il faut absolument mettre Mbappé, sinon après on est boycotté. C'est ridicule. Quand on compare la saison de Vinicius et de Mbappé, il y a juste pas photo et j'espère juste qu'on lui en tiendra pas rigueur et même que Mbappé ne se sente pas vexé, parce que c'est, je pense, simplement son rôle de voter. Et encore, il l'a mis 2e. C'est l'un des rares à avoir déjà mis Mbappé dans le top 3, parce qu'au classement général, il est 9e, par exemple. Il y a toujours matière à discussion, de toute façon. S'il avait voté pour Mbappé, on aurait dit il le privilégie, c'est son joueur, son capitaine. Donc en fait, quoi qu'on fasse, on aura toujours une discussion. Est-ce que ce ne serait pas préférable de rendre anonymes les votes, notamment lorsque les joueurs aussi sont amenés à voter. On dit regardez, il est de Marseille, il a voté pour Gallois. Ou alors c'était son coéquipier, il n'a pas voté pour lui. Est-ce qu'il ne serait pas plus libre
Bah si, Non, c'est mieux. non, ça nous donne quelque chose, un sujet de conversation au moins. Si Bah on oui, ça fait fait des débats. les votes, Il veut nous mettre au chômage. c'est quoi l'intérêt du prix si on Bah non, mais du coup, ça permet pas aux personnes d'être libérées pour voter. Donc autant qu'il met. Quand même, il est objectif. Bah non, parce que derrière, il se fait défoncer. Donc, enfin, tu vois, je trouve qu'il est pas tant libre que ça. La personne ne l'accable. Oh, bah ouais. Non, mais moi, je suis très surpris de ce choix. Je vous le dis très clairement. Je ne m'attendais pas à ce que Didier Deschamps ne vote pas pour lui. Vous savez qu'il est très habile stratégiquement et il défend toujours ses joueurs. Et là, le fait de mettre un autre joueur avant lui, je trouve je suis d'accord avec. On peut être d'accord avec le choix parce que ça correspond à la saison. En revanche, vu sa position, c'est, de mon point de vue, extrêmement surprenant et je peux vous le dire très tranquillement. C'est-à-dire Kylian Mbappé, dans la mesure où lui ou son entourage regarde les votes du patron de France Football quand il doit être nommé au Ballon d'Or, vous doutez bien que le choix de son propre sélectionneur, qui a mis un autre mec avant lui, je pense qu'ils l'ont vu. Et je suis pas certain que ça leur fasse plaisir. Mais peut-être que c'est fait exprès, vu les relations entre les deux. Pour le meilleur joueur français, là ce sont les anciens lauréats qui votent et certains d'ailleurs refusent de voter. Peut-être pour éviter ça, justement. Est-ce que ce serait pas mieux si les gens votaient D'ailleurs, Kylian Mbappé n'a pas voté. Donc, ça dit quand même que quelque part... Alors qu'il pouvait l'être, puisqu'il était déjà lauréat les années précédentes. Ça peut les mettre mal à l'aise. Et c'est là où je rejoins Laure. Peut-être qu'anonymiser... ça va, c'est pas l'isoloir non plus. Non, mais au moins, on aurait le vote le plus objectif possible. Moi, un vrai vote sportif et pas politique. Mais moi, j'ai envie de savoir pour qui vote Michel Platini, pour qui vote Samir Nasri. Mais ça peut être malaisant pour un vestiaire. Non, mais on leur demande pas pour ou contre la peine de mort. Donc ça va. Malaisant. Vous savez comment ça se passe, Olivier, si vous votez, vous êtes parisien et vous ne mettez aucun joueur de Paris dans le vote pour le meilleur joueur français, les gars, vous vous regardez pas ça. Donc il y a des votes qui sont des votes tactiques, qui sont des votes de complaisance. Non, je crois pas, non. Moi, à partir du moment où j'ai décidé de voter pour quelqu'un, j'assume mon choix. Parce que vous êtes impur, vous, Olivier, parce que vous n'avez pas peur des autres. C'est vous qui êtes un lâche, en fait. Bon, c'est bon, on a un pur et un lâche à table. Voilà. Mais qui est Judas? On l'a trouvé. Il est là. Bon, puisque... faut faire la même chose en politique, alors. Rendons tout... en politique, on vote dans un... Non, mais apparemment... C'est pas tout à fait la même chose, quand même. C'est un peu pareil, excuse-moi. Le foot devient politique. Il y a un peu moins d'enjeux, quand même. Oui, savoir si Mbappé est un ou deux... ou s'il faut élire... vu le nombre d'articles que ça génère, je trouve que malgré tout... Mais c'est bien. Au final, le classement Vinicius, Rodri, Bellingham n'est pas honteux. Il est logique. C'est ça le plus important. Allez, puisqu'on parle de lui, donc désigné meilleur joueur français dans un autre concours, Kylian Mbappé, qui jouait cet après-midi avec le Real Madrid contre Séville. Confirmation que ça va mieux, il a marqué et un but superbe. Une victoire 4-2 face au FC Séville, c'était tout à l'heure. Il a été doublement décisif, Kylian Mbappé, dès la 10e minute de jeu avec une frappe lointaine et puissante qui va finir sous la barre. C'est son premier tir du match, son 10e but en championnat cette saison, un but qui plaît beaucoup à Bertrand Latour. Et il est magnifique ce but, et voilà, il est sur une bonne dynamique là, depuis quelques jours maintenant, et je trouve ça intéressant. C'est des buts qui te font lever de la chaise ou de ton canapé si tu as la chance d'en avoir un. La thérapie de l'interview a l'air de fonctionner. Il nous fait manger, il nous donne bien à manger et ça c'est clair. L'attaquant français qui a été passeur décisif également en seconde période, on le voit ici bien en amont parce qu'il y a une belle conservation de balle derrière le relais avec Vasquez et puis la petite passe très subtile pour Brahim Diaz. Elle est magnifique, super. Confirmation quand même qu'il y a du mieux dans ce qu'il produit. Un but, une passe D. Il joue tous les 3 jours, donc il a la chance de. Il joue tous les 3. Il a la chance de pouvoir s'exprimer. Là, il est en confiance et ça se voit. Et comme le dit Ancelotti, il commence à dire que le temps d'adaptation de Kylian est plus qu'amorcé et qu'il commence à avoir des choses qui sont plus qu'intéressantes. C'est le 4e match d'affilée où il marque un but avec le Real Madrid et même dans ses appels, dans ses courses, on sent que c'est pas le même qu'en début de saison où il marquait aussi des buts. Mais là, on sent qu'au-delà des buts, sa prestation aujourd'hui, c'est vraiment un match plein qu'il a fait. Il fallait qu'il fasse des interviews, ça. Le plus important, c'est qu'il soit bon mars, avril, mai. Le reste, là, c'est important. Alors, en tout cas, il est sur la bonne pente. Il a encore fini homme du match. Et la vie réelle pour Mbappé, c'est aussi de gagner des titres. Après la Super Coupe d'Europe, il a remporté la Coupe intercontinentale contre les Mexicains de Pachuca. Là aussi, en marquant un but un peu moins spectaculaire. Et c'est assez invraisemblable puisque 2 ans plus tôt, le même jour, la même heure, le même stade, donc le stade Lusail de Doha, à 18h37 exactement, il marquait son 3e but contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Et bien, il a récidivé dans ce stade. Il faut remercier Vinicius là-dessus, qui est très altruiste. Mbappé qui joue en pointe. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui.
C'est un beau cadeau, cadeau de Noël. Le Real qui s'est imposé 3-0 sans forcer. Kylian Mbappé soulève déjà son 2e trophée avec le Real Madrid après la Super Coupe d'Europe remportée au mois d'août. Ça se passe plutôt bien pour lui. Il faut dire qu'il était quand même, il était qualifié directement en finale, le Real. Ouais, voilà, il y a un match à gagner. Et c'est ça. Et il s'est empressé en tout cas de faire savoir. En bois, non, c'est pas un trophée en bois. Coupe intercontinentale, l'avoir sur ton étagère. Mais en tout cas, il était très heureux. Il l'a posté sur ses réseaux sociaux. Et il y a eu cette petite phrase, cette fois, j'ai gagné au stade Lusail, comme pour refermer une plaie douloureuse. C'est un trophée. Je pense qu'on fait un sondage dans la rue, là, ou même là, je pense qu'il y a la moitié des gens qui ne savaient pas que cette compétition avait existé. Mais même l'adversaire, ne connaît pas l'adversaire. Oui, mais le titre est beau, mais. Non, mais c'est vrai que c'est pas l'événement du siècle. Pas de Chuka. T'as gagné contre oui, mais s'ils font un 2 contre 2 contre Ethan pendant les fêtes, oui, ça fait un trophée de plus. Mais tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que la Ligue des Champions ne vaut pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Ou la Coupe du Monde ne vaut pas ça. C'est un peu comme le trophée des champions. C'est un titre, mais c'est un non, plaisir aux enfants. Mais par contre, ça leur permet d'avoir le badge de champion du monde sur le maillot toute la saison. Ça, c'est pas anecdotique. La Coupe intercontinentale, c'est une vraie coupe. Elle est de retour d'ailleurs. Oui, mais là maintenant, le club européen joue la finale directement contre un club qui. Et s'il y a déjà un badge, mais c'est ce qu'ils vont faire à l'époque, c'était la même chose, c'était exactement non, pareil. C'était le champion d'Amérique du Sud contre Copa Libertadores, le champion contre celui qui gagnait la Ligue des Champions. Oui, mais c'est oui, mais là, c'était pas le champion de Libertadores qui jouait, c'était le vainqueur de la CONCACAF. Mexicain. Il y avait eu des tours avant, mais il y aura un vrai champion du monde des clubs cet été avec la grande Coupe du monde des clubs au mois de juin-juillet. Tout le monde a hâte de voir. Ah ouais, vraiment. On a vraiment hâte. Détrompez-vous. Tout le monde la dénigre, mais moi personnellement, je vous avoue, Botafogo PSG, ça m'intéresse. Je vous rejoins. Ouais, mais il n'y avait pas assez de matchs. Mais ça, c'est pour le côté technique. Et puis c'est un peu lié. Ils sont pas rincés, les joueurs. Puisque moi, je sais pas vous, mais peut-être que vous allez faire un coming out ici, mais moi j'adore la Ligue des Champions, la formule de la Ligue des Champions. Moi j'ai envie de la garder. Voilà, donc il y a un moment donné, on peut plus ajouter des matchs sans arrêt. Donc soit on préserve ce qu'on a, soit on en enlève des choses. Moi j'ai pas envie d'enlever ce qu'on a déjà. On va pas débattre là parce qu'on a 17 secondes pour débattre. C'est une fois tous les 4 ans. On pourra enlever d'autres compétitions. On en reparlera plus tard. Kylian Mbappé, il a fêté avant-hier son 26e anniversaire. C'était avant-hier. On en vient à l'actualité du week-end. C'est pas la Coupe intercontinentale ni Championnat du monde, c'est les 32e de la Coupe de France qui marque l'entrée en lice des clubs de l'élite. Avant, c'était un tour qui était programmé juste avant le jour de l'an. Là, c'est avant le jour de l'an. Il y avait donc ce choc cet après-midi à Geoffroy Guichard entre Saint-Etienne et Marseille. Anthony Wolstein l'a suivi pour vous avec Manu Del Pozzo. Il y a d'un côté Saint-Etienne en grande difficulté en Ligue 1, qui vient de décider, après 3 défaites de suite, de se séparer de son entraîneur Olivier Dalloglio. Son remplaçant, le Norvégien Erik Hornland, est en tribune. Laurent Huard assure l'intérim cet après-midi-là. De l'autre côté, Marseille, 2e du championnat, se présente à Geoffroy Guichard plein de certitudes avec son équipe type. Pas de turnover pour De Zerbi, à l'exception de son gardien. Dans les buts des Verts, premier match de la saison pour Brice Maubleu, tout proche de la catastrophe sur sa première prise de balle. Puis tout se complique après 20 minutes de jeu. Sissoko, pour ce geste sur Balerdi, est expulsé. La SSE va devoir tenir 70 minutes à 10 contre 11. Une aubaine pour l'OM. La remise de Luis Enrique est parfaite pour Greenwood, qui frappe instantanément pour marquer son 11e but de la saison. La domination des Phocéens est sans partage. Il manque quelques centimètres à Holberg pour tromper Maubleu. Saint-Etienne résiste jusqu'à la demi-heure de jeu et ce nouveau corner. Rabiot, libre de tout marquage, enfonce les Verts qui semblent déjà capituler. Pourtant, la pause se révèle bénéfique pour Saint-Etienne qui alerte enfin dans cette partie le gardien marseillais. La frappe de Mathieu Cafaro réveille ses partenaires. Les Stéphanois souffrent, mais sur une passe, tout peut basculer. Cheikh Fall choisit la solution individuelle et manque la balle de l'espoir. Une maladresse dont profite Balerdi pour préserver l'OM. Un petit tremblement
qui affecte à peine les Marseillais. Avec un brin de réussite, Luis Enrique conclut à bout portant. À l'abri, De Zerbi effectue plusieurs changements pour faire entrer notamment Jonathan Rowe. Sa passe lumineuse pour Højbjerg fait de nouveau plier les Stéphanois. Victoire nette et incontestée de l'OM 4-0 qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. Pour Saint-Etienne, l'essentiel à présent est de se battre de toutes ses forces pour éviter une relégation en fin de saison. La maîtrise totale de l'Olympique de Marseille, qui était déjà venu gagner à Saint-Etienne en championnat. Il y a quand même une montée en puissance de cette équipe de l'OM. Un mois et demi qu'ils n'ont plus perdu les Marseillais. Le travail de Zerbi commence à faire effet. Et ils sont efficaces devant. Et le vrai petit souci, c'est qu'ils prennent des buts, mais ça a l'air d'aller mieux. Vous vous souvenez, il y avait eu cette défaite au Vélodrome début novembre contre Auxerre. Ensuite, il y a eu la trêve, il y a eu ce voyage de groupe organisé près de Marseille. Les joueurs, d'ailleurs, cette semaine étaient à Copenhague aussi. C'est eux qui ont organisé ça entre eux pour souder le groupe plein de colonies de vacances. également. Et depuis, il a trouvé son 11 de départ, puisque là, cet après-midi, c'était les 10 mêmes joueurs de champ que lors des 2 dernières rencontres de Ligue 1. Et on a une équipe qui reste sur 3 victoires, 1 nul en Ligue 1 et qui là se qualifie très facilement en maîtrise, comme c'est bien écrit derrière vous en Coupe de France. Il y a une vraie montée en puissance et une vraie dynamique positive à Marseille. Il s'est passé quelque chose ces dernières semaines. Avec Rabiot aussi, que je trouve enfin dans sa forme. Il incarne ça, je trouve. Exactement. Ouais, Gauthier, ouais. Je trouve que c'est le joueur qui incarne la maîtrise de ce Marseille. Voilà, une montée en puissance physique, technique, collective. Ils ont été aidés quand même par l'expulsion, puisque ça change tout. Oui, non, mais globalement, Marseille est régulier et c'est le statut de Marseille qui doit être comme ça. Ils sont mieux, et d'un point de vue comptable, ça se voit. Je suis peut-être un peu trop exigeant, mais les 2 matchs à domicile contre Monaco et contre Lille, je trouve que la victoire contre Monaco est assez heureuse. Donc il n'y a pas une marge énorme entre les 2 équipes. Et contre Lille, notamment pour la période, ils ont concédé beaucoup de situations. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il y a une grande solidarité entre eux. Ils ont une grosse résilience. C'est ce que j'allais dire. Le jeu de Zerbi, à proprement parler, ils gagnent des matchs. Et je pense qu'ils vont progresser. D'ailleurs, ils progressent. Mais de pour le moment, toute c'est façon, encore jusqu'à la fin de saison, on aura ça. Hein. Toutes les équipes de Zerbi, elles attaquent toujours et elles laissent pas mal d'espace. Et l'adversaire, je pense que tu peux en témoigner, Tom. Je dirais bien quand même juste le mercato de l'OM, si jamais ils peuvent ramener des joueurs sur les côtés, notamment des latéraux, je pense que ça leur permettrait. C'est ce qu'ils disent chercher. Ça leur permettrait peut-être d'être un peu moins friands derrière. En tout cas, on sent qu'il y a une vraie union sacrée. C'est d'ailleurs ce que décrète le trio, Longoria, Benassia et Ravanelli. Ils ont vraiment ramené cette rigueur quelque part. Ils ont bouleversé pas mal de choses au sein du club et ça commence là aussi à fonctionner. Les Verts, eux, vont après les vacances donc avoir un nouvel entraîneur, Erik Horneland, norvégien, parfaitement inconnu en France, mais qui a été élu meilleur entraîneur de Norvège. C'est un choix des nouveaux propriétaires canadiens de l'ASS. Ça ressemble un petit peu au choix de Strasbourg avec Liam Rossenior. Désormais, les nouveaux propriétaires, ils puisent dans leur data pour recruter des entraîneurs qui sont globalement inconnus du grand public. Oui, c'est une tendance en Ligue 1 ces dernières saisons, assez récente, cette tendance-là. On a Carles Martinez-Novel, par exemple, à Toulouse, qui la saison dernière a réussi notamment en Coupe d'Europe en battant Liverpool. On a Will Steele, qui est aussi arrivé en étant inconnu à Reims et qui est à Lens aujourd'hui. À Reims, il y avait aussi eu Oscar Garcia il y a quelques saisons. On peut penser également à Francesco Farioli à Nice la saison dernière. Et c'est vrai que c'est des profils nouveaux qui arrivent en Ligue 1 aussi par cette multiplication des propriétaires étrangers aujourd'hui. Reste à savoir si ça marche. Quelques exemples ont été donnés par Gauthier. Il y en a qui ont marché, d'autres qui n'ont pas marché. Il y a la culture Ligue 1 aussi. Peut-être qu'il faut dans le staff des gens qui la connaissent. Moi, je pense que ça a trait déjà à la valeur personnelle de chaque entraîneur, mais pour des missions comme celle-ci, vous devez sauver un club, arriver en cours de saison, sans doute que c'est plus risqué que de prendre un entraîneur français. Là, il y a l'apprentissage de la langue, du championnat. Beaucoup d'entraîneurs, comme les joueurs d'ailleurs, quand ils arrivent en Ligue 1, se disent on n'avait peut-être pas très bien apprécié la valeur de championnat-là et les spécificités qui sont les siennes. Pour les choix de début de saison, moi, ça me pose aucun problème. En cours de saison, ça me paraît un peu plus risqué. Il y a un adjoint francophone pour le coup. Oui, El Fakiri qui a joué à la Monaco. Vous parliez de tous ces entraîneurs. Il y a Patrick Kisnorbo aussi qui était du côté de Troyes. Ça n'a pas été une réussite. Qui n'a pas été une réuite, effectivement. Alors la data, c'est une chose. Après, il y a l'humain aussi. Et ça, c'en est une autre. L'adaptation. Justement, quand tu parles le français, ça aide quand même un petit peu plus à fédérer ton groupe, puisque
On l'a dit, c'est des missions sauvetage, donc vaut mieux parler un petit peu. Surtout dans des vestiaires qui ne sont pas très internationaux. C'est pas le Mais vestiaire ce du qu'on Paris oublie de Saint-Germain. dire aussi, c'est qu'il y a une réalité économique, c'est que c'est peut-être moins cher, tout simplement, d'aller chercher des profils comme cela. En tout cas, Les Français ne sont pas tous très chers. Hein. Par rapport à Saint-Etienne, clairement, je pense que de changer l'entraîneur, ce choix, je ne le comprends pas dans le sens où pour moi, c'est plus une question d'effectif qui est limitée. Puis je trouve que Dalloglio incarnait aussi la montée de ce club-là. Donc voilà. Mais pour les autres choix, je trouve que c'est pas déconnant d'aller chercher des profils différents. Mais celui-là, je ne le comprends pas. On le voit avec Montpellier qui a changé d'entraîneur pour prendre un entraîneur français expérimenté, Gasset. Mais il se trouve que vu que l'effectif, ils ne sont pas, ils ne gagnent pas plus de matchs. Il n'y a pas de miracle non plus à un moment donné. Puisque vous en parlez, oui. Montpellier, c'est la grosse surprise, l'énorme surprise en Coupe de France de ce week-end. Défaite face au Puy, club de National 2, donc club de 4e niveau. 4-0, un club de D4 qui met 4-0, un club de l'élite, on a déjà vu ça ou pas? On a cherché dans les archives et non, c'est du jamais vu. C'est une défaite historique qu'a subi hier Montpellier, ce 4-0 sur la pelouse du club du Puy en Haute-Loire. Montpellier qui a coulé, un premier but encaissé en première période. Là, on voit le deuxième de Nicolas Pailly pour les Poneaux, le troisième de Yann Diebold et le Puy qui va marquer un quatrième but. Le Puy qui était quart de finaliste la saison dernière de la Coupe de France et qui donc sera au rendez-vous des 16e de finale. Autre résultat surprenant hier avec une autre équipe de Ligue 1 qui a été éliminée par une équipe de National 2. C'est Saint-Brieuc, le club breton qui a éliminé Le Havre, autre club en difficulté en Ligue 1 qui se fait sortir de ses 32e de finale. J'aimerais beaucoup terminer l'année en me fâchant avec Olivier Dacour. Et là, je pense que perdre 4-0 contre une 4e division, à mon avis, c'est une faute professionnelle. Vous validez ou pas? Faute professionnelle, je dirais que le football, c'est peut-être le sport où c'est peut-être le seul sport où un amateur peut battre un professionnel. Et c'est pour ça que la Coupe de France marche si bien. On fera un débat un jour sur ce que c'est qu'une faute professionnelle. Perdre un match, ça ne peut pas être pour moi une faute professionnelle. Mais perdre, oui, mais prendre 4-0 contre des amateurs, c'est jamais arrivé. C'est la Coupe de France. Comment? On joue plus la Coupe de Cet France. après-midi, la hiérarchie a été plutôt respectée, à l'exception d'Auxerre qui s'est fait piéger à domicile. Oui, par Dunkerque. Alors Dunkerque, c'est une équipe qui joue cette saison les premiers rôles en Ligue 2, qui est 3e actuellement de Ligue 2 et qui a éliminé à la Baie des Champs le 8e de Ligue 1 sur son terrain, sur ce but d'Enzo Bardelli. Dunkerque, où l'ancien attaquant de Chelsea, Dembaba, est directeur du football, où notre consultant Christophe Lolichon est l'entraîneur des gardiens. Une équipe qui s'est sauvée la saison dernière avec une deuxième partie de saison assez exceptionnelle et qui est à suivre cette saison en Ligue 2. Ils sont bien en Ligue 2. Lens Paris Saint-Germain ce soir. Bordeaux a été battu par Rennes 4-1. L'occasion pour moi de saluer Pierrot Labatte, entraîneur mythique, qui est décédé aujourd'hui, je crois. Voilà. Formateur notamment de Christophe Dugarry, Bichente Lezardou et plein d'autres joueurs. La Coupe de France, compétition décriée par certains, mais défendue par coach Hakim. Brahim, tu fais quoi là? Je regarde un match de foot. Tu veux un peu de Champions League? Non merci, j'ai arrêté. Quoi, tu regardes plus le foot? Je regarde que les coupes où les Français ont une chance de gagner. Voilà. La Coupe de France, mon pote. La Coupe des terroirs, la Coupe de tous les possibles, c'est tout. Dégage avec ta vieille coupe, il y a 14 tours, on dirait une cité du 9-3. Mesdames, messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais rendre hommage à la plus belle des compétitions. La Champions League, bien sûr. Mais non, la Coupe de France, Brahim, de quoi tu me parles, Champions League? Écoute, c'est éclaté la Coupe de France. Pardon? Mais il y a bien meilleur comme compétition. La Coupe des Coupes, l'Europa Coupe, Grégory Coupé. T'as dit quoi là? Grégory Coupé? En public comme ça, devant tout le monde? Non mais attendez, je savais pas qu'il y avait un public qui nous regardait. Il sera jamais au niveau de Michael Landreau, t'as compris? J'ai compris, coach. Mais non, mais les joueurs de la Coupe de France, ils sont obligés de poser des RTT. Ils font du covoiturage. Ils votent Hidalgo. Ils cotisent pour le péage. Et alors, Brahim, ça fait partie du charme de la Coupe de France, c'est comme ça. C'est notre revanche à nous, les amateurs. Ça nous permet de jouer contre des professionnels, d'aller au taf le lendemain avec des rêves plein la tête, tu comprends? Non, je comprends pas, non. Les rêves plein la tête, non, je comprends pas. Moi, je veux du spectacle, moi. Je veux que ça pète. Je veux pas avoir un intérimaire, faire une 2 avec un gardien de gymnase. Elle a pas de charme, cette coupe. Brahim, c'est vrai que tu marques un point, la coupe, elle est pas glamour. Merci. On peut nous aussi améliorer. D'ailleurs, qui organise cette Coupe de France? Je sais pas du tout. Je crois qu'elle est organisée sur un groupe WhatsApp. D'ailleurs, les organisateurs, on arrête avec les sponsors de merde. Fini les PMU, les crédits agricoles, les pitchs. C'est quoi ce délire? Mais oui, mais on dirait mon programme quand j'étais au chômage. Ouais, c'est vrai, dans l'ordre. PMU, crédit agricole, pitch. Mesdames, Messieurs Brahim, je crois que j'ai une excellente idée pour rendre plus attractive la Coupe de France. Comme pour les JO, il faut faire une cérémonie d'ouverture.
Pas mal. Tu te rappelles de Ayana Nakamura, la garde républicaine? Inattendu. Ça a très bien marché. Hein. C'était le feat le plus improbable de tous les temps depuis Faubert au Real. Pour la cérémonie, on peut avoir qui, Brahim? Elton John? Tu peux Elton John? C'est très bien, Elton John. Non. Quoi? Elton, c'est fini. 2 fois, il m'a planté. Pardon, excusez-moi. Elton, t'es au con. Akin Beyli avec Brahim Boulel. Le foot anglais avec un autre humoriste, Tom Williams, Liverpool, en tête du classement, qui pouvait amplifier son avance. Mais la tâche était loin d'être simple à Tottenham. Ça va être un match fou. Oui, il se passe toujours quelque chose au Tottenham Hotspur Stadium. Ça peut être un adversaire compliqué et ça peut être aussi un adversaire plus abordable. Liverpool qui restait sur 2 matchs nuls en Première Ligue à Newcastle et contre Fulham, qui menait 2-0 après le but de Luis Diaz que l'on vient de voir et celui-ci de McAllister. Tottenham qui reprend espoir avec ce ballon perdu par McAllister, Kulusevski pour Maddison. Mais Liverpool reprend 2 buts d'avance dans le temps additionnel de la première période avec Szoboszlai. 3-1 à la pause et Liverpool qui va continuer d'attaquer avec à la finition Mohamed Salah. Gakpo pour Szoboszlai. Le contrôle, ouais. Et Salah encore à la finition. Le doublé pour l'Égyptien, son 15e but déjà de la saison. Ça fait donc 5-1 pour les Reds, mais c'est loin d'être terminé dans ce match extrêmement prolifique avec ce 1-2. Magnifique. Solanke, Kulusevski, Solanke qui réduit l'écart. 5-2 pour Liverpool. 5-3 maintenant avec Solanke servi par Johnson. Et 2 minutes plus tard, Liverpool, la passe décisive de Salah pour Luis Diaz qui inscrit un 6e but, 6-3 pour Liverpool à Tottenham. C'est évidemment le match le plus prolifique de ce début de saison en Première Ligue. Voilà, c'est Liverpool qui a 4 points d'avance avec un match de moins. Si vous voulez faire des blagues sur le tennis, c'est maintenant, oui, voilà, balle neuve, c'est fait. un 7-0. C'est des matchs. Voilà, Merci. très bien. Ouais, voilà, mais c'est Ça y est, on avait fini, nous. Oui, on n'est pas dans la répétition. On n'avait est pas professeur de vanne maintenant. suffisamment mis en valeur. Donc voilà, je voulais vraiment tellement original. L'événement, mais est-ce que c'est encore un événement? C'est la nouvelle défaite de Manchester City qui s'enfonce encore un peu plus dans la crise. Oui, 9 défaites maintenant lors de ces 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et encore une fois, on a vu une équipe et un entraîneur qui ne répond pas. Une défaite 2-1 à Aston Villa et ce but, Olivier, il illustre bien les mots actuels de Manchester City. Mais je crois que c'est la 9e saison de Pep. Ce qui était important, c'était de gagner la Ligue des Champions, puisqu'il voulait en prendre une deuxième. Ils l'ont fait, je pense que son message, un petit peu, il a du mal à passer. Hein. Et comme dit, souvent, on vantait Pep, mais s'il n'a pas les joueurs, à un moment, c'est difficile. Hein. Bon, il a des sans les joueurs, ça devient difficile. Il a quelques joueurs quand même. Oui, mais l'usure, en fait, il demande tellement à ses joueurs qu'à un moment, il est inaudible. Il y avait une phrase de Ferguson qui m'avait marqué. Il disait ne jamais laisser une équipe vieillir ensemble. Et c'est un peu le cas de cette équipe de Manchester City. Les cadres, ils sont là depuis 5-6 ans pour la plupart. Il y a eu peu de renouvellement finalement. Le message, ils ont gagné la Ligue des Champions. Ils passent plus. Ça fait 9 défaites sur les 12 derniers matchs. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'ils vont finir par devoir limoger Guardiola? Moi, je pense que c'est impossible de le prolonger. Moi, je pense que c'est impossible. Après tout ce qu'il a apporté, par contre, je pense qu'il peut partir de lui-même. Bah non, mais un entraîneur, il est jugé sur ses matchs. Mais bon, à premier coup dur, bim, tu le vires. Enfin, je trouve après tout ce qu'il a apporté à ce club-là, je trouverais ça juste nul. Et je suis assez d'accord. Je rejoins Margot aussi, c'est que je pense qu'il n'est pas le seul responsable de ce qui se passe. Je pense surtout que je vais être très attentive au mercato de ce qui va se passer à City, parce que il faut souvent renouveler son équipe, même quand elle fonctionne. Et ça fait 2-3 ans que City le fait mal. Oui, il le fait mal. Et ça, il en est un peu comptable. Moi, je c'est crise de lèse-majesté pour moi de le virer, mais il est quand même un peu comptable du recrutement. Je pense pas que Savigno, tout ça, regardez arrive dans son dos. Klopp aussi, c'était sa 7e saison et ça a été très compliqué. Là, c'est sa 9e. Mais ils l'ont pas viré, Klopp, tu vois, il est parti de lui-même. Oui, mais il s'est arrêté, mais ça a été compliqué. Mais il va partir aussi de lui-même, tu verras.
Mais à la différence, Qu'est-ce qui se dit avec Qu'est-ce qui se dit, Liverpool, ce- ils ont déjà commencé à préparer l'avenir avant même le départ de Klopp. La saison dernière avec Liverpool a été la saison de transition. C'est là que McAllister arrive, que Szoboszlai arrive. Et c'est pour ça qu'Arne Slot a pu arriver cet été avec une équipe qui était prête à repartir. Avec, Guardiola et City, ils n'ont pas commencé ce renouvellement et c'est pour ça qu'ils sont, Mais ils on sont peut- dans cette position. On peut imaginer que Guardiola se fasse limoger comme C'est un impossible. Je entraîneur pense lambda. il va choisir ce moment. La difficulté pour lui, c'est qu'il a décidé de prolonger son contrat au tout début de cette crise, en se disant sans doute, bon, je vais donner une bonne nouvelle à tous les fans de City, à tous les joueurs, et ça va Ouais, mais nous peut-être que les remettre joueurs- sur le bon chemin. Et ça n'a pas marché. Et maintenant, il a à court de solutions. Et à chaque fois, il essaie de positiver, mais ça se voit sur le terrain. Il change des joueurs, il change de système, il y a des petits tâtonnements, il n'y a rien qui marche. Donc, il va falloir qu'il le prenne message, quelques il joueurs passe plus. en janvier. Si le message, il passe plus, tu peux prolonger, tu peux dire ce que tu veux. Les est-ce que- joueurs, ils en peuvent plus. Est-ce qu'il Il a sait pas passer le message quand on est en difficulté? C'est un coach qui Il n'a a pas jamais été l'habitude. dans Il a cette pas l'habitude. situation. Des donc, séries comme ça, non, mais des séries de 1, 2 ou 3 défaites, il a quand même déjà connu ouais, dans non, sa mais je carrière. pense À que chaque là, fois, il a réussi c'est inédit à, pour lui, quoi. Il à n'a changer quelque chose. pas tout essayé. Il doit aller chercher, à mon avis, des solutions dans les divisions inférieures en D4 anglaises, où il y a des méthodes Oh là là. pour marquer des buts que Guardiola Happy n'a pas Hour. essayé. Le foot est toujours en train de se réinventer. Et en D4 anglaise, on a trouvé une nouvelle façon de déstabiliser son adversaire. Attaque de Doncaster et un jour baisse le short du défenseur adverse qui permet à son coéquipier de marquer. On va le revoir. Hop. Mais est-ce que c'est sanctionnable ça Je ne sais pas si c'est ça, mais ça n'a pas sanctionné. Comme Ce si qui on est tire le maillot. Bah oui. Ce qui est génial, c'est la réaction, genre en mode mais non, je suis en slip. Un geste à enseigner dans toutes les écoles de football. Dans les fameuses écoles de foot. Donc on a arrêté le débat qui est intéressant de Guardiola pour nous montrer. Voilà, exactement. Mais, Pour nous montrer un mec en slip excusez-nous qui de vous défend plus. distraire un petit peu, monsieur Dacour. Voilà. Rigueur et fantaisie. Voilà, exactement. On On va a suivre en l'équilibre. tout cas les Le yin équipes et le anglaises pendant yang. les fêtes. Je rappelle que tous les matchs seront sur Canal. Notamment, il y a le Boxing Day, le 26 décembre, à partir de 13h sur Foot Plus, sur Canal Plus Foot. Liverpool-Leicester à 21h. Et voilà, du foot à partir de 13h10 jusqu'à le soir, le Boxing Day, en intégralité sur Canal. Je rappelle qu'en Ligue des Champions, on a Monaco, on a Lille, on a Paris qui se frotteront à Aston Villa, Liverpool et Man City lors de la prochaine journée de Ligue des Champions. Petite pause, le CFC revient avec un reportage sur les traces de Pacho, le défenseur du Paris Saint-Germain. Les clubs prospectent désormais en Équateur où nous nous sommes rendus. À tout de suite.